Très bien, je vous propose qu'on commence. Au début, il y a une petite présentation, donc les retardataires nous rattraperont à ce moment-là. C'est parti. Donc pour aujourd'hui, on va faire un webinaire sur le photovoltaïque en entreprise. Donc l'objectif, c'est de parler de cette énergie renouvelable et de voir son application en entreprise et notamment en industrie. On traitera aussi la partie tertiaire. Pour commencer, donc, je vais me présenter. Donc, François Goubet, je fais partie de la société OID Consultant. Je suis ingénieur en optimisation énergétique et je suis basé à Lyon, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je vous ai remis mes coordonnées ici, que vous retrouverez dans le support de la présentation. Et si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. OID, un petit rappel pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc on est une société qui travaille sur l'énergie et les déchets en thématique principale. L'objectif, c'est de permettre aux entreprises, en travaillant sur ces thématiques, de réduire à la fois leur impact environnemental et également leur facture. On a de nombreuses références sur ces sujets-là dans tout secteur d'activité et on intervient sur toute la France et également en Europe pour accompagner les entreprises sur ce sujet-là. Au niveau de nos références, on travaille principalement avec l'industrie, mais aussi de plus en plus avec le secteur tertiaire. On accompagne à la fois des grands groupes, mais aussi également des PME et TPE pour avancer sur ces sujets environnementaux et les aider à réduire leur facture énergétique et aussi leur facture déchets. Au niveau de cette présentation sur le photovoltaïque, on va aborder plusieurs thématiques. Donc déjà les différents types d'équipements qu'on peut retrouver quand on parle de photovoltaïque, l'installation et quels sont les critères qu'il faut prendre en compte pour mener à bien une installation photovoltaïque. Tout ce qui est démarches administratives et réglementaires, on va faire un petit focus là-dessus aussi parce que c'est important. Ensuite, on verra les différents modes de valorisation de l'énergie qu'on peut produire via une installation photovoltaïque, soit de l'autoconsommation, soit de la revente totale de l'électricité. Et pour finir, on verra les étapes clés d'un projet, les dispositifs d'aide, et il y aura une partie réponse aux questions. Quelques informations avant de commencer, c'est que cette présentation, donc, elle vous sera envoyée à l'issue du webinaire. Vous pouvez me poser vos questions dans le chat. J'y répondrai en cours de présentation et à la fin du webinaire. Donc, à la fin de chaque partie, je laisserai un petit temps pour que vous puissiez me poser vos questions et je prendrai le temps d'y répondre. Et sinon, à l'issue de ce webinaire, on fera une séance de questions un peu plus longue, si on a le temps. Je rappelle l'objectif qui est de vous présenter des informations générales concernant la mise en place d'un projet photovoltaïque. Et j'insiste sur le fait que nous, on est indépendant de tout fournisseur de solutions photovoltaïques ou autres équipements. On essaye d'être indépendant de tout prestataire pour justement vous aider à choisir la meilleure solution qui va vraiment convenir à vos besoins. Donc, on est ensemble pour 1 heure pour traiter ces sujets et évoquer le plus possible de sujets sur le photovoltaïque. Donc, commençons par des généralités sur les panneaux photovoltaïques, donc PV pour l'acronyme pour photovoltaïque. Vous allez le retrouver à plusieurs endroits dans la présentation. Donc déjà, qu'est-ce qu'un panneau photovoltaïque? C'est un équipement qui va permettre de transformer le rayon lumineux en électricité, donc grâce à des matériaux semi-conducteurs qui vont accentuer le déplacement des électrons. Donc en fait, on utilise une énergie gratuite solaire pour générer de l'énergie électrique qui est plutôt utile au quotidien, facile à transporter et qui permet d'alimenter une multitude d'usages. Sauf que pour capter cette énergie, on a besoin de pas mal d'équipements. Le plus connu, c'est le panneau photovoltaïque. Le panneau photovoltaïque, il est composé de plusieurs modules photovoltaïques qui eux-mêmes sont composés de cellules solaires
cellules photovoltaïques. C'est ce qui permet de capter le rayonnement solaire et de le transformer en électricité. Cependant, dans une installation photovoltaïque, on va retrouver un grand nombre d'équipements supplémentaires qui sont tout aussi importants. Pour en citer quelques-uns, déjà la fixation, parce que les panneaux photovoltaïques, il faut les fixer pour qu'ils soient bien orientés, qu'ils bougent pas. Après, il y a un équipement qui s'appelle le régulateur de charge. Un autre équipement très important, c'est l'onduleur, pour transformer le courant produit par les panneaux photovoltaïques et qui est continu en courant ondulé, qui va pouvoir être utilisé sur le réseau et dans nos équipements. Tout ce qui est câblage, il y a toute une partie compteur pour compter la production de notre installation, la consommation si on fait de l'autoconsommation ou compter la revente si on fait de la revente. Et après, il y a toute une partie système de supervision et notamment la partie coffret de protection et disjoncteur. Donc, vu qu'on est sur un système qui produit l'électricité, on retrouve pas mal d'équipements liés à cette thématique électrique. Ce qu'il faut voir, c'est que sur la partie panneaux photovoltaïques, il y a plusieurs types de panneaux qui existent. Il y a les panneaux polycristallins en silicium. Donc ça, c'est des panneaux qui ont une couleur plutôt bleue. Le rendement, c'est environ entre 14 et 18% annoncé. Et ce qu'on peut noter, c'est que ces panneaux sont moins sensibles aux variations de température. Ils ont un meilleur rendement par forte température et qu'une durée de vie légèrement inférieure à d'autres types de panneaux, notamment aux panneaux monocristallins, en silicium également, qui eux sont de couleur noire, parce qu'ils sont issus d'un même cristal de silicium. Le rendement est un peu meilleur, entre 16 et 24%. On note également un meilleur rendement par faible ensoleillement, une durée de vie légèrement supérieure. Par contre, c'est des équipements qui coûtent plus cher que les panneaux polycristallins. Et ils ont un rendement moins bon par température élevée. Une technologie qui est en cours de développement, c'est les panneaux à cellules perovskite, qui ont un rendement annoncé qui est plutôt bon pour l'instant, mais c'est encore en cours de développement. C'est un peu la technologie du futur et qu'on essaye de suivre. On fait de la veille dessus pour voir quand est-ce qu'on pourra généraliser cette technologie et avoir des équipements plus performants en termes de rendement. Ce qu'il faut voir, c'est que ces rendements, ils sont annoncés dans des conditions standards, et donc ils vont être amenés il faudra les moduler en fonction des conditions réelles lors de notre installation photovoltaïque. Un autre équipement qui est important dans une installation, c'est les onduleurs. Donc il y a deux types d'onduleurs. On va retrouver soit un onduleur centralisé, il se branche en bout de série des panneaux et, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sert à transformer le courant continu en courant alternatif. L'avantage d'avoir un onduleur central, c'est une réduction du coût sur l'installation. On a un seul onduleur pour toute l'installation. Par contre, il faut faire attention, c'est en cas de défaillance d'un panneau, il peut y avoir, on peut cesser de produire vu qu'on a branché l'ensemble de l'installation en série. Sinon, il y a une nouvelle technologie de micro-onduleur. Donc, chaque panneau est équipé de son onduleur. Donc, ça permet la même chose, de transformer le courant. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que s'il y a une défaillance sur un panneau, on continue à produire. On peut aussi plus facilement moduler la production des panneaux en temps réel. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que c'est plus onéreux parce que on a une multitude d'onduleurs sur notre installation. Les onduleurs, on en parle beaucoup quand on parle de système de photovoltaïque parce que c'est un équipement qui est pas central, c'est pas le panneau en lui-même. Par contre, c'est un équipement qui peut représenter vite un coût. Il est important de choisir une technologie d'onduleur performante parce que les durées de vie peuvent varier fortement en fonction de la conception. Et c'est un équipement, s'il faut le remplacer plusieurs fois sur la durée de vie de notre installation photovoltaïque, on va pénaliser la rentabilité de cette installation. Avant que je passe à la partie installation, est-ce qu'il y a des questions sur la partie équipement?
Alors, bonjour Marc. Au niveau du système de fixation, bah justement, ça va dépendre du type d'installation qu'on va faire et on va en parler juste après. Mais la fixation, elle dépend justement, oui, bien sûr, de où est-ce qu'on va mettre en place nos panneaux. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la partie installation. Donc, on peut installer nos panneaux photovoltaïques de plusieurs façons, hein. C'est l'une des plus courantes et qu'on retrouve régulièrement, bah, c'est sur la toiture. Et justement, il y a des contraintes à prendre en compte pour ce type d'installation pour éviter les problèmes d'étanchéité ou autres. On peut également en mettre en œuvre sur les ombrières de parking. Donc, bon, ça permet de valoriser un peu plus une surface dédiée au parking de véhicules. Ou alors au sol directement. On a aussi ce qu'on appelle des fermes photovoltaïques où on va poser directement les panneaux photovoltaïques à même le sol. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'installation de panneaux photovoltaïques, notamment en toiture, ça représente un surpoids d'environ 15 kg par mètre carré. Et donc, avant d'aller installer des panneaux en toiture, il est nécessaire de faire une étude de charpente pour vérifier que la charpente actuelle permet de supporter de prendre en compte ce surpoids et qu'il n'y a pas forcément de nécessité à renforcer la charpente. C'est important de mener cette étude en amont avant d'aller trop loin dans un projet photovoltaïque, quand on a la volonté de faire une installation en toiture, parce que en cas de problème sur la charpente, ça peut vite représenter des coûts très importants et donc pénaliser fortement la rentabilité du projet. Je vous invite aussi, en cas de construction d'une extension ou sur un nouveau bâtiment, à intégrer directement une résistance supplémentaire à la charpente en cas de projet futur ou de valorisation future de la toiture via une installation photovoltaïque. C'est des choses qu'il faut essayer de prendre en compte le plus tôt possible pour éviter les problèmes par la suite. Et en fonction des types de toitures, on peut avoir différents systèmes de fixation. Pour en parler un petit peu, pour répondre à la question de Marc. Le mieux, c'est d'avoir des toitures bac acier, parce qu'on vient se fixer directement sur la toiture et on minimise les problèmes d'étanchéité. En cas de toiture avec une couverture goudron, par exemple, là, c'est beaucoup plus compliqué, puisque si on veut mettre en place une installation photovoltaïque sur ce type de toiture, il faut percer l'étanchéité pour retrouver la structure en dessous. Et donc, on crée des points de défaut sur la structure d'étanchéité. Donc, c'est plus complexe. Il existe des solutions qui viennent se poser par-dessus ce type de toiture, mais ça représente un surcoût et c'est à prendre en compte lors du dimensionnement de notre installation. Alors pour l'étude de la charpente, il y a des bureaux d'études spécialisés sur ce sujet-là qui peuvent mener des études. Après sur tout ce qui est plan et auprès du bureau d'architecte qui a construit le bâtiment, on peut aussi avoir des données sur la capacité de résistance de la charpente. Une fois qu'on a défini entre guillemets une idée de là où on voulait mettre le panneau, il y a d'autres critères à prendre en compte pour l'installation. Donc déjà, il y a une partie réglementation que j'avais mis à cet endroit-là, parce que c'est de la réglementation récente. Donc il y a une loi qui est sortie en fin d'année, qui a modifié le code d'urbanisme afin d'imposer à certaines installations soumises à autorisation, dont les SCPE, de créer des installations de production d'énergie renouvelable en toiture ou sur les ombrières de parking. Alors tout le monde n'est pas concerné. Ça s'applique aux entreprises qui créent plus de 1000 m² d'emprise au sol et aux nouvelles constructions. Ce qu'elles doivent faire, donc mettre en place une production d'énergie renouvelable sur ces zones-là. Donc principalement c'est du photovoltaïque. Sinon, mettre en place une toiture végétalisée. Alors, il faut savoir, c'est que la toiture végétalisée, c'est une très bonne isolation en toiture,
à la fois l'été et aussi l'hiver. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En cas de création de parking, il faut favoriser l'infiltration des eaux de pluie via les eaux de pluie pour limiter l'impact sur les sols. Il y a un arrêté qui a été pris en début d'année 2020 qui exclut de cette obligation les bâtiments abritant des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, il se peut dans certains cas. Vous retrouvez, je vous ai mis les liens vers les textes de loi concernant ces deux textes. Non, alors pour répondre aux questions, l'obligation, c'est pas que si on est, c'est certaines installations soumises à autorisation. Donc Nicolas, je t'invite à vérifier le texte de loi. Je l'ai pas en tête complètement, donc pour si on est soumis ou pas. Mais ça s'applique vraiment pour les entreprises qui créent de la surface au sol, enfin qui créent de l'emprise au sol, donc pas sur les bâtiments existants, par exemple. Alors pour revenir à l'installation, un autre critère à prendre en compte, c'est déjà l'orientation et l'inclinaison des panneaux. C'est important puisque il faut vraiment maximiser le plus possible le rendement de l'installation. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure rentabilité. Au niveau de l'inclinaison des panneaux, pour avoir le meilleur rendement, il faut être orienté au sud, hein, ce qui paraît logique, c'est là où il y a le plus de luminosité, de rayonnement solaire. Et après, c'est une inclinaison entre 30 et 35 degrés, donc l'inclinaison du panneau. Ça va dépendre de où on se situe en France, hein, parce que c'est pas la même inclinaison, exactement la même inclinaison, si on est dans le sud de la France ou si on est en Alsace ou dans le Grand Est. On va pas exactement avoir les mêmes inclinaisons pour maximiser le rendement de notre installation. Une autre chose dont il faut prendre en compte, c'est qu'on doit mettre en place notre installation sur une toiture qui doit être parfaitement dégagée. On ne doit pas avoir d'ombre par des obstacles proches ou lointains. Donc proche, ça peut être une cheminée, une bouche d'extraction. Il faut éviter d'avoir ce type d'équipement à proximité de notre installation photovoltaïque parce que ça va générer de l'ombre. Et l'ombre, quand elle passe sur le panneau, elle réduit fortement sa production. Et donc, on va de ce fait diminuer la rentabilité de notre installation. Des arbres peuvent également, en masque lointain, impacter l'installation ou d'autres bâtiments. Et même si on est tout seul actuellement, il faut faire attention qu'un autre bâtiment ne se construise pas ou que ce soit pas possible d'avoir un bâtiment qui se construise et qui nous génère de l'ombre par la suite sur notre installation. Alors l'orientation plein nord, il faut oublier, hein, c'est inutile d'avoir des panneaux orientés plein nord. En termes de rentabilité, ce sera pas intéressant. Alors sur Internet, on peut retrouver, on va en parler juste après, hein, des rayonnements solaires, pardon. Donc ces deux critères, c'est à prendre en compte assez rapidement pour maximiser le rendement de l'installation et donc sa rentabilité. Si notre toiture elle est pas orientée de façon optimale, ça peut vite poser problème, par exemple, parce que on peut pas tourner le bâtiment, hein, c'est dommage, mais ça peut vite poser des problèmes de rentabilité sur un projet photovoltaïque. Donc en fait, ces critères sont importants parce que c'est ce qui va permettre d'estimer, de voir un petit peu la quantité d'énergie qu'on va récupérer. Il y a plusieurs critères qui vont agir sur cette quantité d'énergie récupérable. C'est déjà le rendement des panneaux photovoltaïques. Donc le rendement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est toujours inférieur au rendement qui sera annoncé par le fournisseur. Il faut voir aussi, c'est que plus on est dans des températures élevées, plus le rendement va diminuer. Et vous vous en doutez, on est sur des panneaux qui sont bleu foncé, noirs. Donc quand le rayonnement solaire arrive dessus, ils ont tendance à chauffer. Donc plus il fait chaud, et plus on a une diminution du rendement, donc de l'ordre de 5 à 10%. Et aussi voir que un panneau, au cours de sa durée de vie, le rendement a tendance à baisser. Donc ça peut être dû à plusieurs choses, hein. Il y a
tout ce qui est saleté, poussière, feuilles mortes. Il y a aussi les dommages qu'on pourrait avoir sur l'installation, des problèmes d'onduleurs ou autres. Et aussi, au bout d'un moment, à partir d'une trentaine d'années, on a vraiment une baisse de plus en plus importante du rendement du panneau photovoltaïque. C'est là aussi où on s'intéresse on va envisager un remplacement de notre installation. Le deuxième critère, c'est comme je l'ai dit juste avant, c'est l'orientation du panneau et la présence ou non d'ombre. Le rayonnement solaire, donc il faut aussi le prendre en compte en fonction de là où on est en France. On n'a pas forcément le même rayonnement. La région la plus favorable pour mettre en place des panneaux photovoltaïques, c'est le sud, la zone qu'on voit ici en violet, en rouge. Plus on monte dans le nord, moins le rayonnement est important. Mais on commence à avoir des projets qui se mettent en place, même dans la zone jaune ici, puisque les rayonnements ont tendance à être de plus en plus importants quand même. On a des étés qui sont de plus en plus chauds avec de plus en plus de rayonnement solaire. Je vous ai mis à Dijon ce qu'on pouvait retrouver à Dijon, qui était assez central en termes de géographique. Donc pour aussi maximiser le rendement du panneau, il est important de l'entretenir. Un nettoyage des panneaux tous les 2-3 ans est conseillé, avec l'utilisation d'eau déminéralisée pour éviter de ressalir avec le calcaire qu'il peut y avoir dans l'eau de ville les panneaux photovoltaïques. Il est aussi important de faire de la maintenance préventive sur ces équipements-là, avec une vérification des onduleurs, de toute la partie électrique notamment. Donc souvent ça se traduit par un contrat annuel de maintenance préventive et curative qui est généralement de l'ordre de 1% de l'investissement initial en termes d'ordre de grandeur de prix. Donc avant de passer à la partie réglementaire, j'ai vu qu'il y avait des questions. Alors l'intérêt des panneaux hybrides chaleur photovoltaïque, question de Marc. Oui, justement pour éviter la thématique la baisse de rendement par rapport au panneau qui va chauffer. Il y a des technologies de panneaux hybrides qui se mettent en place, qui sont en train de se développer de plus en plus, où on va refroidir entre guillemets les panneaux avec de l'eau, et cette eau, vu qu'on l'a réchauffée entre guillemets avec le rayonnement des panneaux, on peut avoir de l'eau chaude. Alors, en termes de rentabilité, j'ai pas encore eu de retour sur la rentabilité de ce type d'installation. Je sais que ça existe, j'ai entendu parler de plusieurs installations, mais j'ai pas eu de données sur la rentabilité. Je pourrais creuser un petit peu le sujet et peut-être ajouter une slide pour votre présentation si je trouve des infos. Et alors, les trackers solaires, donc là, je pense, Marc, tu parles des panneaux qui changent leur orientation en fonction qui suivent la course du soleil, c'est ça? Un peu comme des tournesols. Donc ça aussi, c'est des nouvelles technologies qui permettent de maximiser un petit peu le rendement, puisque on oriente au maximum le panneau photovoltaïque, donc on a toujours le meilleur rendement. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce type d'installation, c'est pas mal d'automatisme et donc ça coûte assez cher à mettre en œuvre. Pareil, en termes de rentabilité, j'ai pas encore de retour sur l'impact que peut avoir la mise en place de trackers solaires sur la rentabilité d'une installation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la partie réglementaire, parce que la mise en place d'un projet photovoltaïque, ça nécessite aussi de prendre en compte cet aspect-là. Alors, il y a plusieurs démarches à mener d'un point de vue administratif et réglementaire avant la mise en œuvre d'une installation photovoltaïque.
Donc déjà, il y a une déclaration préalable à mener si on installe quelque chose sur un bâtiment existant, puisqu'on va modifier l'aspect extérieur et donc c'est à prendre en compte. Si on est une installation classée ICPE, il y a aussi un arrêté qui définit les exigences fondamentales à respecter pour la mise en œuvre d'une installation photovoltaïque. Donc dans l'arrêté du 15 mai 2016. Il est aussi obligatoire de consulter la SDIS pour vérifier les règles de protection contre l'incendie. Ça, c'est un point qui est non négligeable parce que si on a des problèmes d'incendie, enfin si on n'espère pas, mais si notre bâtiment prend feu et que on y a une installation qui produit de l'électricité en toiture, ça peut poser un problème pour tout ce qui est l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, donc c'est important d'avoir consulté le SDIS pour vérifier qu'on respecte, qu'on rentre dans les règles et que en cas de problème, il n'y aura pas de problème supplémentaire lors de l'intervention des services de pompiers. Et si on veut injecter un surplus de consommation ou faire de la réinjection totale sur le réseau de la production de notre installation, il faut disposer d'une convention de raccordement avec le gestionnaire, une convention d'exploitation et un contrat d'accès au réseau. Donc ça, on verra en fonction de quel usage on veut faire et quelle valorisation de l'électricité produite par notre installation photovoltaïque on veut faire, ce que ça va entraîner. Il faut aussi voir que en cas d'installation raccordée en injection, pour une puissance supérieure à 100 kVA, on doit s'acquitter d'une quote-part qui varie en fonction des régions. En moyenne, c'est à peu près 22 € par kilowattheure, mais ça varie en fonction des régions. S'il y avait des questions par rapport à cet aspect réglementation, c'était plutôt clair. N'hésitez pas s'il y a des questions à les poser au fur et à mesure. En fonction il y a plusieurs usages qu'on peut faire d'une installation photovoltaïque. Donc, j'en ai parlé très rapidement au début. Donc, il y a l'autoconsommation. Donc, on consomme ce qu'on produit. Et il faut voir, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus de projets d'autoconsommation collective. Donc, on veut se mettre en collectif et être plusieurs à profiter de l'électricité produite par notre installation photovoltaïque. Donc, il y a une loi qui précise qu'est-ce qu'il faut faire pour l'autoconsommation collective lorsqu'on est plusieurs producteurs ou qu'il y a plusieurs consommateurs. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a surtout une notion d'être tous sur le même poste de transformation d'électricité en moyenne ou basse tension. Ça, c'est un point qui est important. Ensuite, il faut bien définir une répartition de l'énergie électrique produite via l'installation photovoltaïque en cas d'autoconsommation collective. Tout ce qui est répartition doit être en fait défini en amont et de façon contractuelle. Alors, pour tout ce qui est protection des monuments historiques, oui, c'est un point qui est à prendre en compte. Il y a des notions de paysage et donc la mise en place d'une installation, un photovoltaïque peut ralentir un projet photovoltaïque. C'est comme une éolienne, on peut pas mettre une éolienne derrière un monument historique, parce que ça peut dénaturer le paysage. Je sais également qu'il y a des contraintes à prendre, contraintes supplémentaires si par exemple on se situe à proximité d'un aéroport, puisque les panneaux peuvent faire effet miroir et donc aveugler les pilotes lors de leur approche de l'aéroport. C'est pas rédhibitoire pour la partie aéroport. Il existe des filtres supplémentaires à ajouter sur les panneaux pour éviter cette réflexion. Par contre, ça peut représenter un coût supplémentaire et donc c'est bien à prendre en compte en amont du projet également cette notion-là. Alors, quand on fait un projet photovoltaïque en commun dans le monde de l'entreprise, il y a une vingtaine de structures différentes là pour tout ce qui est forme juridique.
c'est souvent le cas. Hein. On essaye souvent de séparer l'activité photovoltaïque des autres activités pour que la comptabilité soit plus simple, pour séparer également les risques. Donc ça peut être, c'est des choses qui peuvent être intéressantes si vous allez vers des projets en commun. Alors, si vous allez sur des projets individuels, c'est peut-être plus simple encore. Mais je préfère en parler au cas où c'est votre problématique. Donc SARL, SA, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent à ce niveau-là, en sachant que l'associatif, ça existe, mais c'est assez compliqué. Il y a aussi de plus en plus d'installations qui essayent d'intégrer, de faire participer les salariés ou des citoyens au financement. Donc dans ce cas-là, il faut opter pour des formes juridiques un peu particulières, type SCOP ou SCIC, pour aller dans cette direction-là. Bon, je vais passer rapidement parce que là on est dans une présentation assez générale, mais c'était juste pour vous donner cette information-là. Avant de passer au type de valorisation, est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'on a eu pas mal de questions sur les bâtiments classés. Donc là, c'est important, c'est de se rapprocher du code de l'urbanisme et des services associés dans votre région ou localement pour savoir s'il y a des contraintes à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la partie réglementation et administratif? S'il n'y a pas de questions, je vais passer. Donc maintenant, on va présenter les différents types de valorisation qui existent et de voir un petit peu dans quel cas il convient de choisir, comment on peut choisir le type de valorisation le plus adapté à sa situation et à ses besoins. Donc le premier, celui qui a un petit peu le vent en poupe, c'est l'autoconsommation, donc qui consiste à consommer tout ce qu'on va produire avec notre installation photovoltaïque. Un autre qui se rapproche un petit peu de l'autoconsommation, mais qui est un peu plus flexible, c'est la consommation partielle et revente. Donc on va consommer tout ce qu'on peut ou une certaine partie de ce que produit notre installation photovoltaïque. Et quand la production dépasse le besoin, on peut revendre le surplus au réseau. Par exemple, là, si on regarde sur le graphique qui est juste ici, donc en bleu, on a la consommation du site. En rouge et jaune, c'est la production solaire en fonction du rayonnement. Donc on voit les jours de semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on consomme plus que ce qu'on produit, donc on va consommer les 100% de notre production. Par contre, le week-end, notre site est fermé, donc on va avoir une consommation moindre. Par contre, il y a toujours autant de rayonnement solaire, et donc on a un surplus de production. C'est ce qui est caractérisé par le vert qu'on retrouve ici. Et cet excédent, on peut soit le revendre si on a opté pour cette partie consommation partielle et revente. Et le dernier mode de valorisation, donc c'est la revente totale, qui consiste à revendre l'ensemble de la production photovoltaïque au réseau, donc au réseau et au gestionnaire du réseau, contre rémunération. Si on regarde un petit peu les avantages et inconvénients de chaque type d'utilisation, donc l'autoconsommation, en avantage, on pourra dire qu'elle est adaptée à l'industrie, avec des besoins qui sont plutôt synchronisés entre le temps solaire et le profit de production photovoltaïque. C'est un peu le graphique qu'on vient de voir juste avant. On va faire des économies à la fois sur la part variable de la facture d'électricité, puisque on va aussi moins consommer les taxes de composants de soutirage vont diminuer. Il y a des choses comme ça qui vont rentrer en jeu.
En termes d'inconvénients, on va avoir un prix de l'électricité réseau qui peut être inférieur au prix de la production, puisque dans l'industrie, on a des coûts quand même qui sont assez avantageux sur l'électricité et sur l'électron du réseau. Et donc, une production, enfin un électron d'une production photovoltaïque peut être un peu plus cher que le prix du réseau. Il faut faire attention, c'est que ça peut être imprévisible. Donc, la corrélation de l'instantané, de la production et de la consommation, il peut y avoir un décalage. Donc, il faut quand même garder de la flexibilité à ce niveau-là. Et il faut essayer d'avoir l'installation la plus adaptée possible à la consommation pour maximiser la rentabilité. En cas de consommation partielle et revente, donc on est un peu moins sensible aux horaires de consommation. Donc c'est comme ce que je disais tout à l'heure, hein, si le week-end on n'a pas d'activité, ça peut être intéressant d'envisager la revente. On va faire également des économies sur la part variable de la facture d'énergie. Si on fait de la revente, il faut faire attention, c'est qu'il y a des frais d'impôt liés à la vente d'électricité. Il faut prendre en compte des frais de raccordement et d'utilisation du réseau public d'électricité. Le prix de vente du surplus, il est assez bas. Donc, c'est intéressant seulement si on a un taux d'autoconsommation qui est élevé, de l'ordre de plus de 75-80%. Et en cas de revente totale, donc le prix de rachat de l'électricité est plus élevé par rapport à de la revente partielle. Donc, on n'a pas le même prix de revente des électrons si on fait de l'autoconsommation partielle ou si on fait de la revente totale. C'est à prendre en compte. On a un autre avantage de la revente totale, c'est que on ne dépend pas du tout des profits de consommation du site, vu qu'on va tout revendre au réseau. Par contre, on va payer encore plus d'impôts parce qu'on va gagner plus. Il y a bien des frais de raccordement à prendre en compte et on a un tarif de revente qui baisse, qui est sur une baisse depuis maintenant plusieurs années. Donc actuellement, là, il change chaque trimestre et sur le dernier trimestre, on était à 107 € par mégawattheure vendu. Justement, je crois que je précise juste après les différents prix de rachat pour ceux qui se posaient la question. C'est une grosse différence. Alors oui, on peut aussi, quand on adapte, quand on développe l'installation, même si on a une partie surplus, on n'est pas obligé de la revendre. On peut aussi adapter. Il y a des contrôleurs de charge. C'est un des équipements que je vous ai présenté au tout début, qui permettent de diminuer la production de notre installation. Et donc d'éviter d'avoir à faire de la revente du surplus pour rester sur le mode d'utilisation autoconsommation. C'est vrai que le mode consommation partielle et revente, il n'est pas forcément applicable souvent. Enfin, j'ai pas encore vu beaucoup de sites le faire. Je vois beaucoup plus de l'autoconsommation ou de la revente totale au niveau des projets qui sont poussés par les entreprises. Parce que justement, comme tu le dis, Nicolas, la consommation partielle et revente, c'est pas forcément rentable. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Dans tous les cas, pour déterminer le mode d'utilisation qui convient, il faut mener une étude de faisabilité. Ça va permettre de prendre en compte votre profit de consommation, donc quel est le talon minimum, quelle est la puissance maximale atteinte, de voir aussi quelle est la surface disponible pour l'installation photovoltaïque. En termes d'ordre de grandeur, une installation de 100 kWh crête, c'est environ 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Pour les installations de moins de 100 kWh crête, l'autoconsommation, elle est assez, c'est quelque chose qui est poussé d'un point de vue réglementation, subvention. Le coût de l'énergie, il augmente chaque année et donc on a de plus en plus d'intérêt à aller vers ces solutions solaires. Donc il y a des solutions de subventions qui existent pour aider les porteurs de projets, essayer de réduire les investissements. Le tarif de rachat, même s'il diminue, il reste quand même encore assez avantageux.
Et bon, on l'a vu tout à l'heure, il y a la réglementation aussi qui pousse à valoriser les toitures des entreprises de plus en plus. Donc, c'est des choses vers lesquelles il faut aller pour essayer de définir quelle va être la solution la plus adaptée en fonction des besoins. Donc, il faut bien mener une étude de faisabilité avec analyse des consommations électriques. Alors, vous avez peut-être remarqué on a plusieurs fois parlé des 100 kWh crête. Donc, c'est un peu une limite qui existait jusqu'à maintenant sur les projets, que ce soit en autoconsommation ou en vente totale au réseau. Si on est, je crois que c'est juste après, j'en parlais un petit peu là. Si on dépasse les 100 kWh crête, par exemple, en cas de revente totale, on bénéficie pas du tarif que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est ici, des 107,6 € par mégawattheure. En cas d'installation qui fait plus de 100 kWh crête, on doit passer par un appel d'offres auprès du gestionnaire du réseau qui va définir un tarif d'achat. Et ce tarif d'achat qui est défini via des appels d'offres est souvent bien inférieur au tarif fixé par l'État pour les installations de moins de 100 kWh crête. Alors en début d'année, il y a eu une annonce qui a été faite pour potentiellement augmenter ce seuil de 100 kWh crête et le passer à 300 kWh crête. Par contre, on n'a pas du tout encore eu les modalités de qu'est-ce qui va se passer entre 100 et 300 kWh crête. Est-ce que le tarif qui est annoncé ici va s'appliquer jusqu'à 300 kWh crête ou est-ce qu'il y aura un tarif intermédiaire? Ça, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il y avait des questions sur la partie mode de valorisation, donc entre l'autoconsommation, la revente partielle? Alors, si on revend le surplus et qu'on fait quand même de l'autoconsommation, de mémoire, c'est environ 60 € par mégawattheure. Je retrouverai le chiffre et je le préciserai dans la présentation. Au niveau subvention, donc qu'est-ce qui peut nous aider à mettre en œuvre un projet photovoltaïque? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que l'ADEME peut subventionner des études de faisabilité en autoconsommation à hauteur de 50 à 70% en fonction de la taille de l'entreprise. Donc l'étude, elle doit être menée par un bureau d'études qui est certifié RGE pour que ce soit pris en compte. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des primes d'investissement et des tarifs de vente de l'électricité photovoltaïque avec vente du surplus qui sont fixes pour les installations de moins de 100 kWh crête. Donc, c'est là où on va retrouver justement les prix de revente si on fait de l'autoconsommation. Donc, par exemple, pour une installation qui ferait 100 kWh crête, on aurait une prime de 90 € par kWh crête à l'installation. Donc ça, c'est une prime, hein, donc ça fait à peu près 10 000 €. Et ensuite, tout le surplus serait vendu 6 centimes d'euros par kWh crête. Donc on voit qu'on est bien en deçà du prix fixé pour une revente totale qui était de plus de 10 centimes. Alors Marc, c'est une très bonne question. On peut monter plusieurs projets. Il faut juste que les projets soient espacés de 2 ans, qu'il y ait 2 ans entre le montage des deux projets pour bénéficier des primes plusieurs fois. Alors là, je les ai pas intégrés dans la présentation, les liens vers les subventions, mais je pourrais les rajouter, oui.
Donc, comme je disais, pour les installations de plus de 100 kWh crête, il y a un appel d'offres qui permet de revendre le surplus produit. Donc, c'est avec des prix qui seront encore moins intéressants que les 6 centimes d'euros par kilowattheure crête. Donc, à prendre en compte et à suivre aussi pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec le changement de réglementation qui s'annonce et le nouveau seuil à 300 kWh crête. Alors, quelques chiffres clés pour parler de la rentabilité d'un projet photovoltaïque, c'est des ordres de grandeur, hein, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vraiment avoir une idée de la rentabilité de votre projet, il faut vraiment mener une étude de faisabilité. En gros, déjà, la durée de vie d'une installation, les panneaux, c'est environ entre 25 et 30 ans. L'onduleur, il a une durée de vie d'à peu près 10 ans. Donc, c'est pour ça que c'est en orange, hein, c'est que c'est un équipement dont il faut faire attention. Si on doit le changer plus de 2 fois au cours de la durée de vie de l'installation, on va commencer à impacter un petit peu la rentabilité. Donc c'est bien à prendre en compte lors du choix de la technologie de cet équipement-là. En termes d'investissement initial, donc ça va varier en fonction des installations, hein. Au sol, en ombrière de parking, en toiture, on va pas forcément avoir les mêmes niveaux d'investissement. Alors, je vous ai mis des niveaux d'investissement. C'est pareil, c'est des ordres de grandeur, ça va dépendre de plusieurs choses, mais au sol, ça va coûter à peu près 85 centimes d'euros par water crête, 93 centimes d'euros pour des ombrières de parking, mais ça prend pas en compte les coûts de maçonnerie, parce qu'il y a quand même de la fixation au sol non négligeable à mettre en œuvre. Et en toiture, c'est un peu plus cher. On est 1,15 € par water crête. En termes de rentabilité, on est entre 8 et 10 ans sur des installations en revente totale ou en autoconsommation environ. Ça dépend, ça varie un petit peu. Ça varie également en fonction de la zone géographique dans laquelle on implante notre installation et également du type d'installation qu'on va faire. En termes de mode de financement, il y a plusieurs possibilités. On peut être le propriétaire en mode achat. On est propriétaire de son installation, on garde les gains pour soi. L'inconvénient, c'est qu'il y a un investissement non négligeable au départ. Tout ce qui est rénovation, mise aux normes, des avantages, c'est à la charge, c'est à votre charge. On peut également envisager de faire de la location avec option d'achat. Donc là, c'est un prestataire qui va s'occuper de l'installation des photovoltaïques. Tout ce qui est surveillance, maintenance, c'est le prestataire qui gère tout ça. Dans certains cas, il peut également s'occuper de la rénovation et du désavantage du toit. Donc ça, c'est dans certains cas, et souvent, ça a un coût, hein, il ne faut pas se leurrer. On peut devenir propriétaire de l'installation à la fin du contrat ou à tout moment. Et donc, l'avantage, c'est surtout qu'il n'y a pas d'investissement de départ ou peu d'investissement de départ. On a des revenus sur toute la durée du contrat qui seront moindres quand même que si on est propriétaire. Mais ça nous enlève pas mal d'épines du pied, entre guillemets. Ce qu'il faut voir, c'est que aussi pour aller vers cette solution, donc c'est des investisseurs qui vont permettre de bénéficier de ce genre de solution, mais il faut répondre à un certain nombre de critères. Par exemple, avoir une surface comprise entre 400 et 1000 mètres carrés, que le toit soit sur une orientation optimale ou presque, qui ait un faible taux de pluviométrie, et qu'on ait une toiture qui soit proche d'un point de raccordement ERDF, parce que ça aussi, ça représente des coûts. S'il faut se raccorder à un poste haute tension qui est assez éloigné, ça va représenter des coûts plus importants. On peut également louer sans option d'achat. Donc là, on a exactement les mêmes investissements, les mêmes avantages, avec un prestataire qui va s'occuper de l'installation, qui va tout gérer et qui va en fait vous rémunérer un certain prix. On va voir ça juste après. Et pareil, par contre, il s'intéresse aux toitures qui répondent à un certain nombre de critères et qui permettent de maximiser le rendement des installations.
Donc, il y a plusieurs il y a plusieurs prestataires qui proposent ce genre de solution. Par exemple, Terre Solaire. Ce qu'il faut voir, c'est que ce type de location, ça se fait sur des baux qui sont très longs, donc entre 20 et 30 ans. Et le loyer de la location, actuellement, c'est entre 2 et 4 euros par mètre carré annuel. Donc, on est sur des revenus qui sont pas très importants. Imaginons qu'on loue 1000 mètres carrés, on gagne entre 2000 et 4000 euros par an pendant 20 ans, ce qui est non négligeable quand même, mais beaucoup moins que si on avait valorisé en étant propriétaire de cette installation de 1000 mètres carrés. Il y a d'autres solutions qui permettent de financer l'installation photovoltaïque. Donc, c'est des prestataires qui installent une installation sur votre toit, sur votre toiture, ou qui installent une installation sur votre terrain, et qui après vont vous revendre de l'électricité entre 5 et 10% moins cher que votre prestataire actuel. Donc ça, c'est des solutions qui deviennent de plus en plus pertinentes également. Elibox est un des prestataires qui fait ça. Ils peuvent faire ça parce que justement, en fait, ils vont payer aucun coût sur l'acheminement de l'électricité. C'est ce qui explique que le coût est moindre que ce que va payer votre fournisseur. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Je vais regarder. Donc, pour une installation de 36 kWh crête, on est sur des coûts qui sont à peu près similaires à ce que j'avais pu mettre en toiture. Donc, 1,15 € par watt crête. Donc, ça fait, de tête, j'ai pas le chiffre, mais ça vous donne un ordre de grandeur de l'investissement initial. Et ombrière. Alors en ombrière, ouais, ça inclut c'est le panneau plus l'ombrière, mais comme je l'avais noté, ça inclut pas les travaux de maçonnerie pour fixer ces équipements au sol. Alors au niveau des étapes clés d'un projet, donc j'en ai présenté plusieurs, mais si là c'est un schéma qui les classe par thématique et qui montre un petit peu le chemin qu'il convient de suivre pour mener à bien un projet. Donc dans un premier temps déjà, c'est faire une esquisse. Avec les éléments que je vous ai donnés, vous pouvez déjà essayer de faire une petite esquisse, voir un petit peu combien vous pourriez récupérer d'énergie et quelle serait la rentabilité, une première rentabilité du projet. Après, c'est important de voir un petit peu est-ce que c'est faisable d'un point de vue économique de votre côté, ou est-ce qu'il faut aller vers des solutions de location. Le niveau juridique, c'est se rapprocher du code de l'urbanisme, de l'environnement, de voir un petit peu est-ce qu'on va pas être bloqué d'un point de vue réglementaire. Une fois qu'on a fait ça, on peut regarder un petit peu, aller un peu plus loin sur la partie investissement, mener l'étude des consommations. Ça semble important, mais l'esquisse, elle vous a donné un ordre de grandeur, mais c'est important de mener une étude, de faire une vraie étude de faisabilité qui va analyser plus dans le détail et prendre en compte l'ensemble des coûts et des recettes que vous allez faire via une installation photovoltaïque avant de mettre en œuvre l'installation, la mettre en service. Et donc, ce type de projet, ça peut prendre entre 9 et 24 mois en fonction de la complexité. Donc, c'est non négligeable, ça prend un peu de temps. Et c'est important de prendre le temps pour ne pas oublier quelque chose en route qui pénaliserait la rentabilité du projet au final. Alors bien sûr, on peut faire l'équipement en toiture et en ombrière et une ombrière. Ce qu'il faut voir, c'est juste que ça va coûter. Si on a la capacité d'investissement, on peut valoriser toute la surface qu'on a de disponible.
Après, on va arriver à des limites. C'est la capacité d'investissement qui va limiter la surface valorisable en installation photovoltaïque. Alors, je voudrais, avant de finir, là, on est bientôt on arrive sur la fin. Quelques points d'attention que je vais rappeler. J'en ai déjà évoqué certains, mais il y en a d'autres qui sont à prendre en compte aussi. Donc, un des premiers points à regarder avant de se lancer dans un projet photovoltaïque, c'est la résistance de la charpente, si on va vers un projet en toiture. C'est aussi la modification possible du contrat d'assurance du bâtiment. Le fait de mettre en œuvre une installation photovoltaïque, une installation électrique sur la toiture de son bâtiment. Par exemple, si à l'intérieur de ce bâtiment, on fait du stockage ou de la production, ça peut entraîner une modification du contrat d'assurance. Et c'est à prendre en compte également en amont, au moins poser la question à son assureur, parce que le montant de l'assurance peut augmenter de façon importante. On a déjà eu le cas de clients dont les projets ont été abandonnés suite à la nouvelle assurance qui leur a été proposée avec mise en place d'une installation photovoltaïque en toiture. L'orientation et les masques proches également, c'est pour moi les 3 points qu'il faut éclaircir en amont de la mise en œuvre d'un projet photovoltaïque. Parce que c'est vraiment ces 3 points-là qui peuvent pénaliser très très fortement la rentabilité d'un projet. Pour aller plus loin, je vous ai mis 2 liens qui permettent d'avoir pas mal d'informations sur le photovoltaïque en fonction de là où vous en êtes dans vos projets. Si vous avez déjà un petit peu avancé, ça peut aussi répondre à pas mal de vos questions. Donc c'est 2 liens qui sont assez intéressants et sur lesquels nous on trouve pas mal d'infos. Donc n'hésitez pas à aller également les consulter. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, moi je reste disponible pour échanger avec vous. Et vous retrouverez la liste des prochains webinaires d'OID organisés par OID dans le lien de la présentation que je vais vous envoyer juste après. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, je l'enverrai par email. Oui. Pour ceux qui nous quittent, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter par mail ou par téléphone. Ah oui, on peut avoir des subventions de l'ADEME et également des subventions régionales. C'est possible. Mais toutes les régions n'ont pas le même niveau de subvention. Alors pour moi, l'étude de faisabilité est très fortement préconisée et même obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. On peut, il y a des fournisseurs qui la réalisent pour vous. Après, est-ce que c'est objectif parce que le fournisseur il veut vous vendre une installation? Moi, je recommande d'essayer de passer par un bureau d'études RGE qui soit un petit peu indépendant pour vous préconiser au mieux.
la meilleure solution qui va vous convenir et vraiment prendre en compte tous les coûts et toutes les subtilités liées à vos besoins et à la complexité de votre projet. Alors le coût, il est assez variable. Ça, je saurais pas vous dire un ordre de grandeur du coût à ce niveau-là.